Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de ce journal, Yasmina Ouénien, réélue à Cocody sous la bannière PDCI-RDA. Après 2011 et 2016, la députée obtient à nouveau la confiance de ses administrés. Elle qui affirme toujours proposer une offre politique atypique dans sa circonscription. 4 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour les jeunes entrepreneurs du G5 Sahel, un don destiné à la relance de l'économie dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Et une embellie pour la filière des agrumes en Afrique du Sud. Après de très bons résultats en 2020, la tendance devrait être encore à la hausse cette année. D'après les prévisions, les exportations pourraient augmenter de 8%. Mais tout d'abord, au Cameroun, Kavaye Yégué Djibril du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a été reconduit à la tête du perchoir. Le président de l'Assemblée nationale depuis 1992 reste donc en poste. Seul candidat, Kavaye Yégué Djibril a obtenu 147 voix sur 162 votants. Le bureau de la Chambre basse du Parlement reste également inchangé. À noter qu'au Sénat, c'est Marcel Niat Jifenji qui a été investi, lui aussi réélu sans surprise. En Côte d'Ivoire, les habitants de Cocody ont réélu Yasmina Ouénien à l'issue des élections législatives du 6 mars dernier. La députée conserve donc son siège à l'Assemblée nationale avec toujours l'étiquette PDCI-RDA. Cette réélection, elle explique par une relation de confiance construite avec ses administrés. Ange Domenio. Les habitants de Cocody lui ont de nouveau fait confiance. Yasmina Ouénien conserve son titre de députée de la commune résidentielle d'Abidjan. Elle a été élue lors des élections législatives du 6 mars 2021. Si depuis 2011 elle continue d'occuper ce poste, c'est parce qu'elle développe avec cette commune une relation de proximité partagée. J'ai juste écouté mes populations, je me suis juste tenue à leur côté. Finalement, c'est une relation gagnante-gagnante, je pense. Une relation basée sur la confiance mutuelle, basée sur le respect. À Cocody, on aime se dire les vérités et on aime agir en fonction de la vérité. Donc, peut-être qu'au tout début de mon parcours, l'offre politique que je proposais était peut-être un peu atypique. Mais les populations de Cocody sont d'ailleurs avant-gardistes dans plein de domaines. Elles aiment la nouveauté, il faut le reconnaître. Mais surtout, elles aiment qu'on les respecte. Et cette relation, si elle s'est solidifiée à travers le temps, c'est parce qu'elle est teintée réellement de confiance et de respect. Yasmina Ouénien est élue sous la bannière du PDCI-RDA. Lors des élections législatives de 2016, elle avait dû batailler seule pour des raisons convictionnelles. Sa formation politique avait en effet rallié le parti au pouvoir lors de ce scrutin. Aujourd'hui, qu'est-ce que le PDCI a fait? Depuis fin 2018, le PDCI-RDA lui-même s'est retiré de l'alliance RHDP. Donc si je voudrais me servir d'une certaine allégorie, je dirais qu'en fait c'est moi qui suis restée à la maison, eux sont partis voir ailleurs, et comme ils ne s'y sont pas retrouvés, ils sont venus de nouveau à la maison où je les attendais impatiemment. Yasmina Ouénien, 41 ans, ambitionne œuvrer davantage pour la construction d'une Côte d'Ivoire prospère. Très active dans le milieu associatif, la députée a reçu tout au long de sa carrière de nombreuses distinctions qui récompensent ses activités au profit des jeunes, des femmes et des couches défavorisées. Plusieurs arrestations au Tchad en marge d'une manifestation de l'opposition et de la société civile. Ce rassemblement organisé ce samedi en protestation à un éventuel 6e mandat du président Idriss Déby Itno avait été interdit par les autorités. Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, Khalid Daoud, chargé des relations publiques de la Convention, et plusieurs autres leaders de la société civile et de l'opposition ont été interpellés par les forces de l'ordre.
La Banque africaine de développement soutient aux jeunes entrepreneurs. L'institution a approuvé un don de 4 millions de dollars en faveur des jeunes entrepreneurs du G5 Sahel. Cet appui financier doit permettre notamment de mettre en œuvre les plans de relance économique dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Joël Maribalo. Grâce au projet d'appui à la résilience des entreprises des jeunes mis en place par les gouvernements du G5 Sahel, plusieurs jeunes entrepreneurs vont bénéficier d'un appui financier de la Banque africaine de développement évalué à 4 millions de dollars. Ce projet, qui contribue à la mise en œuvre des plans de relance économique adoptés par les pays du G5 Sahel, vise à soutenir la reprise des activités des micro, petites et moyennes entreprises jeunes affectées par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. La Banque africaine de développement accorde une attention particulière aux pays membres du G5 Sahel confrontés à des défis sécuritaires, sanitaires et climatiques. En contribuant au développement du secteur privé, le PAREJ favorisera également l'intégration régionale et l'amélioration des conditions de vie des populations du Sahel. 500 jeunes entrepreneurs vont de fait bénéficier d'une formation sur 17 modules liés à la gestion des entreprises en temps de crise, à l'utilisation du numérique pour l'entrepreneuriat, à l'intelligence économique et à l'accès au marché et au financement. À cela s'ajoute un séminaire régional de réseautage qui permettra d'effectuer un partage d'expériences entre 50 jeunes entrepreneurs des pays du G5 Sahel. Le gouvernement du G5 Sahel a financé un projet de soutien aux PME locales des 5 pays de la zone. Ça va leur permettre d'une certaine manière de soutenir ces entreprises et ces PME locales qui vont permettre de développer ces entreprises. Elles vont pouvoir s'agrandir et surtout gagner en croissance, en compétitivité, en compétences, car on sait qu'avec ces fonds, éventuellement, ces entreprises pourront investir pour monter en gamme, monter en compétences, augmenter leur chiffre d'affaires et surtout augmenter leur part de marché. Au terme d'une compétition de plan de relance, 25 jeunes entrepreneurs vont être soutenus financièrement pour l'expansion de leurs projets. En rappel, cet apport financier qui émane de la Banque africaine de développement contribue au progrès social jeune, à la mobilisation des ressources pour soutenir la croissance des pays et l'emploi en Afrique. La filière agrumes en Afrique du Sud continue sa progression. Les exportations devraient connaître une hausse de 8% cette année. Déjà en 2020, le stock écoulé sur le marché mondial avait battu des records. Une tendance qui ne devrait pas être démentie avec une météo particulièrement favorable annoncée. Midra Diamo. Le secteur des agrumes en Afrique du Sud ambitionne de réaliser un nouvel exploit sur le marché d'exportation en 2021. Ce segment compte expédier un volume de 158,7 millions de cartons durant cette période, en hausse de 8% par rapport à 2020, selon les prévisions de l'Association des producteurs d'agrumes. Pour atteindre cet objectif, l'Association des producteurs d'agrumes compte sur un appareil de production qui devrait cette année profiter d'une météorologie favorable et l'engouement des exploitants qui se manifestera par une hausse des superficies plantées. L'industrie des agrumes entend également travailler avec le gouvernement et les experts de la filière sur l'amélioration des conditions d'accès aux marchés internationaux et le renforcement de la logistique portuaire permettant de transporter les fruits vers les principales destinations. Le secteur des agrumes est un secteur qui se porte bien en Afrique du Sud. Je pense que cela est dû au fait que certains autres pays ont réduit leur production et donc l'Afrique du Sud a réussi à produire pour certains pays qui produisaient moins. Donc ça a pu leur permettre d'augmenter leur exportation et donc à gagner une certaine valeur ajoutée. Et je pense que cet exploit est dû aussi au fait que la logistique en Afrique du Sud est bien rodée et donc ça peut permettre à l'Afrique du Sud de pouvoir exporter ses produits. Pour maintenir cela, je pense que l'Afrique du Sud doit continuer à renforcer ses capacités de logistique et de transport et surtout augmenter sa productivité en augmentant les intrants agricoles afin de pouvoir augmenter en productivité et pouvoir produire plus d'agrumes. Un tel stock réalisé marquerait la 3e année consécutive de hausse des exportations d'agrumes du pays. En Afrique du Sud, la culture des agrumes s'effectue sur environ 86 000 hectares. Précisons que le pays est le second exportateur mondial d'agrumes après l'Espagne. Le Gabon intensifie ses actions de lutte contre l'enrichissement illicite dans le cadre du second cycle du processus d'examen du pays, conformément à l'agenda proposé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Ce sont au total 42 administrations qui seront ciblées, selon les informations révélées par le président de la commission Nestor Bou. Les précisions d'Aïsset Toubari.
42 administrations vont devoir se soumettre à l'examen des missionnaires de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Gabon. Ces différentes administrations seront soumises en 2 phases au processus d'analyse et de collecte de leurs données sous l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Les administrations sectorielles que nous avons convoquées ici recevront les missionnaires de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, qui auront avec eux un guide d'entretien. Ils savent ce qu'ils recherchent comme information. C'est un travail fastidieux et nous avons besoin de la contribution de toutes les administrations sectorielles. Depuis 2003, le Gabon s'est engagé dans un processus d'amélioration de la gouvernance à travers des actions en vue de lutter contre la corruption. Dans la foulée, plusieurs institutions ont été créées. Il s'agit notamment de la mise en place du Conseil national de la bonne gouvernance, la création au sein du gouvernement d'un ministère du contrôle de l'État et des inspections. Des opérations fortes ont été donc menées par les autorités gabonaises. C'est ainsi que l'opération Scorpion a pu mettre la main sur une vingtaine de personnalités de ces pays accusées, n'est-ce pas, de concussion et de pratiques de corruption. En tête desquelles, et pas de moindre, se trouve M. Brice Lacruche Alianga, l'ex-directeur du cabinet d'Ali Bongo Ondimba, mais aussi de 2 ministres, à savoir Noël Boumba, celui du pétrole, et Tony Ondo Mba, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Alors aujourd'hui, on sent que c'est un réel combat qui est engagé et l'on sent que les résultats commencent à se produire. Certainement que dans les jours à venir, on pourra faire un bilan certainement peu exhaustif, à mi-parcours pourquoi pas, de ce que les autorités gabonaises ont déjà pu récolter en termes de retour sur ce qui a été volé dans les caisses de l'État. Malgré les efforts déployés, entre 2012 et 2016, 600 milliards de francs CFA ont par exemple été frauduleusement payés aux fournisseurs par l'État, selon un audit de la Direction générale du budget et des finances publiques. Le Maroc suspend 6 nouvelles liaisons aériennes. Le royaume chérifien renforce les restrictions au niveau de ses frontières dans une perspective de lutte efficace contre le Covid-19. 4 nouveaux pays et désormais 32 au total sont interdits de vol dans l'espace aérien marocain. Le pays a atteint au 19 mars plus de 490 000 cas de contamination, dont 8 748 décès. Victoria Sedji. 6 liaisons aériennes de plus suspendues par le royaume chérifien. Le Maroc continue de durcir ses mesures et vient d'interdire pour 3 semaines les vols en provenance et à destination du Cameroun, du Mozambique, du Botswana, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Argentine. La mesure vise à contrer résolument la montée en flèche des cas de contamination aux nouveaux variants du Covid-19. À mon avis, c'est une bonne décision que de fermer ses frontières, puisque beaucoup de pays le font, et surtout pour éviter que des touristes porteurs de la pandémie ne fassent une hécatombe auprès des populations vulnérables dans les bidonvilles. Et là, les autorités ne pourront plus contrôler la pandémie. Du côté sanitaire, le Maroc affiche toujours des chiffres élevés. Ce sont donc désormais 32 pays au total dont les liaisons ont été suspendues avec le Maroc depuis décembre 2020. Le royaume chérifien espère ainsi contenir totalement la propagation du Covid-19. Au 18 mars 2021, le pays totalisait plus de 490 575 cas de contamination, dont près de 477 879 guérisons et 8 737 décès. Cependant, les exportations marocaines continuent à se faire malgré tout, et d'ailleurs on voit que l'économie marocaine est agressive et gagne des parts de marché grâce à ses chefs d'entreprise et à une diplomatie industrielle et économique très efficace. Le Maroc se situe à la 9e position dans le monde et le premier pays africain avec un taux de vaccination de 15,4% de la population. Les services médicaux ont administré 4,2 millions de premières doses et 1,7 million de secondes doses. Le Maroc a entamé sa campagne de vaccination contre le virus dès février 2021. Une large campagne qui cible prioritairement les personnes travaillant en première ligne dans la lutte contre la pandémie avant d'être étendue à toute la population. Les autorités espèrent vacciner 80% des Marocains de plus de 18 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.